Et bonjour les amis, bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit pour ce nouveau JT fort attendu du mois de juin, toujours avec mon fidèle compagnon Jean-Pierre Zapata, mon ministre des Finances, qui va nous apporter tout son éclairage à ce sujet. Au dernier JT, nous vous avions démontré que le candidat François Hollande, proclamé ennemi de la finance, était incompatible avec le président de la République qu'il était devenu. Et il vient une fois de plus en apporter les preuves en s'affichant ouvertement aux côtés de la BNP Paribas. Il lui vole au secours alors qu'elle a fauté gravement avec des pays frappés d'embargo. Mon Jean-Pierre, qu'en penses-tu ? Ah ben alors là, je suis vraiment abattu, quoi. Hein. D'abord, enfin, François Hollande, incompétent, qui fait des promesses qui ne tiennent pas, qui ment aux Français, ça on s'en était aperçu, mais il a tellement prôné que la finance était son principal ennemi, quand on le voit faire aujourd'hui, alors qu'il vient soutenir et donc cautionner les débordements de la BNP, qui vont être lourdement sanctionnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas le dossier en main, mais apparemment la BNP a injecté des dollars dans des pays qui étaient sous embargo, dans des pays comme Cuba, la Syrie, le Liban, etc. Donc pourquoi ils étaient sous embargo, on le sait bien, d'accord? Donc ils avaient besoin de dollars, ces pays, pour s'acheter des armes, probablement pour faire la guerre, etc. Et ils ont trouvé la plus grosse banque française et européenne, la BNP, qui leur a injecté des dollars. Alors, le problème, c'est d'abord que c'est des dollars, deuxièmement, c'est des opérations illicites, et ils le savaient parce qu'ils ont essayé de dissimuler ce type de transactions qui, au demeurant, a dû leur apporter énormément d'argent. Simplement, les États-Unis s'en sont aperçus et de façon tout à fait juste vont sanctionner cette banque qui s'acoquine avec des pays sous embargo. La sanction était de 16 milliards de dollars au départ. Les Américains l'ont ramené, probablement en vérifiant les chiffres, l'ont ramené à 10 milliards de dollars, ce qui fait 7 milliards,3 d'euros. Et c'est une sanction qui va être assortie d'une interdiction pour cette banque, et ça c'est encore plus grave, de commercer avec les États-Unis. Autrement dit, voilà une banque qui va perdre tous ses grands comptes américains. Il y a peut-être un peu de jeu politique derrière, néanmoins, s'il n'avait pas fait ce type d'opération parfaitement illégale, illicite, avec des pays sous embargo, eh bien, il ne serait pas prêt à subir cette sanction qui va les appauvrir énormément. Parce que 7 milliards,3 d'euros, quand tout va bien, c'est à peu près 2 ans et demi de résultats. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont probablement pas cette trésorerie, puisqu'ils ont budgété que quelques centaines de millions d'euros, et que ça va les mettre en porte-à-faux. Et certains disent que ça risque de créer un effet systémique, encore une fois, dans nos banques françaises. Mais Hollande est là, les Français sont là, et bien probablement qu'on nous fera encore une fois les poches pour enflouer cette banque si ça se passe mal. Merci François Hollande de soutenir ces voyous, puisque ça, ce sont que des voyous. Voilà. Oh, il est en forme, mon Jean-Pierre. C'est pas moi qui le dis, hein. Mais c'est vrai que notre François Hollande est passé maître dans l'art du contre-pied maintenant. Didier Deschamps aurait dû la marquer pour le mondial. Parce que, avec son compère Laurent Fabius, c'était pas le dernier, à cautionner ces embargos quand même, à montrer du doigt ces pays, à faire des leçons au monde entier. Et en même temps, maintenant, il défend l'indéfendable. C'est comme ça. il nous en fera d'autres d'ailleurs. Dis-moi, on va quand même faire un retour en arrière, mais on va revenir dans les années 40, après-guerre, 45, parce que ces banques ne se permettaient pas ça avant. Il y avait d'autres règles, et en particulier sous De Gaulle, qui lui était véritablement l'ennemi de la banque. Tu veux bien nous en parler, Jean-Pierre ? Ah ben alors là, avec plaisir, parce que le général de Gaulle, je pense, avait compris bien des choses. Il était à la fois courageux, ça on le sait, mais surtout intelligent. Et j'ai 3 lignes à vous lire. Le général de Gaulle, en 1945, tout de suite dit « J'estime que la nationalisation du système bancaire est nécessaire contre l'influence néfaste des banques
assez puissante pour faire échec à l'intérêt général. Donc il avait compris qu'il fallait surtout pas leur laisser la main. Qu'est-ce qu'il a fait donc le 2 décembre 1945? Eh bien, il a dit ce qu'il a fait ce qu'il a dit, il a nationalisé d'abord la Banque de France, c'est la moindre des choses, ensuite il a nationalisé les 4 plus grandes banques à l'époque françaises, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la Banque nationale du commerce et de l'industrie et du comptoir national de l'escompte. Pourquoi ? Mais parce que le général de Gaulle dit il faut reconstruire la France, relancer l'économie, il faut que ce soit l'État, les Français qui décident où va l'argent. Donc la France, eh bien, avait la maîtrise de ce qu'on appelle la création de la monnaie. À cette époque-là, c'est bien le gouvernement du général de Gaulle qui décidait à quel endroit il fallait injecter des fonds pour relancer l'économie, pour reconstruire la France, etc. Voilà, c'est ce qui a été fait. Les cadres, ça a duré pendant 20 ans, ça. Presque 20 ans de bonheur. Mais... Et oui, mais 20 ans pendant lesquels les banquiers ne se sont pas tournés les pouces et ils ont réfléchi pour mettre en place une stratégie qui leur permettrait eh bien, de se débarrasser du général de Gaulle. Ils y sont parvenus. Et de mettre à la place un des leurs. Et ils y sont parvenus en la personne de Georges Pompidou, ancien cadre de la Banque Rothschild, qui aussitôt au pouvoir eh bien, a mis en place avec son copain Giscard d'Estaing cette fameuse loi de janvier 1973 qui interdisait à l'État français d'emprunter directement à la Banque nationale française, à la Banque de France. Bien entendu, ça a été un cadeau énormissime fait aux banquiers de la place. Pompidou et Giscard d'Estaing eh bien, sont à l'origine de la dette et surtout de l'intérêt de la dette qui est bien plus important. Pas vrai, Jean-Pierre? Ce qui veut dire que l'État français ne peut plus emprunter directement à sa banque, à la Banque de France, et donc doit passer par les banques privées. Bon, bien sûr, le taux n'est pas le même. Les banques privées, dès lors, en profitent pour s'enrichir énormément sur le dos de l'État. Mais l'État ne peut pas faire autrement. La loi est passée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'emprunter de l'argent pour l'économie, pour la relance, pour le chômage, le travail, etc., pour le social, à 0,15%, 0% ou 0,60%, eh bien, ils empruntent aux banques. Les banques vont prendre 3 ou 4% d'intérêt au passage, sans rien faire, d'accord, en intérêt qu'on ne devrait plus leur payer d'ailleurs, mais voilà ce qui se passe. Pour vous donner un exemple, les 10 années qui ont précédé 2007, eh bien, le taux moyen des emprunts que réalisait l'État français est à 4,6%. C'est-à-dire, c'est énorme. Et on vous l'a déjà dit, mais je vous le rappelle, sur les 2000 milliards de dettes que nous avons aujourd'hui, 70% sont des emprunts uniquement pour payer les intérêts de la dette. Donc ça a été énorme. Et l'État ne peut plus créer la monnaie, et ça, c'est délégué aux banques privées, la création de monnaie. On fera un chapitre important sur la création de monnaie. Ce qui veut dire... Oui, mais je vais quand même en dire un mot, moi, sur cette création de monnaie qui est liée avec la titrisation d'ailleurs. C'est vrai que c'est compliqué, mais un mot pour que vous compreniez bien que les banquiers n'ont pas envie de renoncer à leurs privilèges. Quand vous allez faire un crédit, eh bien, ce n'est pas avec l'argent déposé par les clients qui vous prêtent de l'argent, les banques. Non. Rappelez-vous, on vous l'a dit, que la banque de dépôt, à 97%, elle part à la banque d'affaires, c'est-à-dire à la spéculation. Non, il faut un jeu d'écriture. Vous voulez 100 000 euros, par exemple, eh bien, ils mettent 100 000 euros à leur actif, 100 000 euros à leur passif, jeu d'écriture, argent virtuel, et voilà comment on fait un crédit. Alors, la multiplicité de ces crédits multiplient les créances, ils arrivent à ce petit jeu-là, mais en plus, ils ont inventé un stratagème supplémentaire, ça s'appelle la titrisation. Ça veut dire que ces créances-là, ils les mettent dans une espèce de package, là, qui mettent sur le marché boursier, avec un nom ronflant, vous ne savez pas où ce qu'il y a dedans. Style Avenir Europe, avec des taux très attractifs, bien entendu, de 4, 8, 16%. C'est ce qui s'était passé avec les subprimes. C'est quoi qu'il y avait dans ces subprimes? Eh bien, c'était des créances immobilières. Puis un jour, ça a fait patatrac parce que eh bien, les gens pouvaient payer leur loyer, leurs créances.
Donc vous comprenez bien qu'ils ont inventé, là, les banquiers, un système qui leur permet de gagner des millions d'euros avec zéro au départ. C'est ça qu'il faut bien que vous compreniez. C'est une baguette magique, en quelque sorte, et ils ne sont pas prêts de nous la refiler. Vous le comprenez bien, ça. Voilà, mais on rentrera dans le détail une autre fois. Donc Pompidou n'a pas pu finir son mandat, il a été frappé par la maladie, et Giscard le remplace. Alors qu'est-ce qu'il a fait, notre Giscard? Donc, après Pompidou, bien sûr, Giscard était là en attente de ramasser sa récompense. Donc, Giscard, ça va être vite fait, il n'a pas fait grand-chose, simplement, et même je crois qu'un jour, quelqu'un dans son entourage le disait, il a vendu le peuple français aux banquiers, Giscard. Voilà. Donc, c'était la continuité de Pompidou, et surtout la continuité de cette loi qu'il a protégée par tous les moyens, lui, pour qu'elle reste en place. Donc, Pompidou-Giscard, même sauce et même résultat. Oui, on s'en doutait, forcément. Arrive donc eh bien, la gauche au pouvoir. Alors là, magnifique explosion de joie parmi la population. Le Parti socialiste, proche du peuple, qui va faire du social, est en place avec François Mitterrand, le sauveur, Dieu. Mais arrive enfin Mitterrand. Mitterrand, si on reprend ses promesses électorales, mais on pouvait s'en réjouir, je comprends qu'il ait été élu, sauf que Mitterrand, imaginons, il a été élu en 81, dès 1984, la France occupait la présidence de l'Union européenne. Et en 1986, il y a la signature d'un acte unique, qui s'appelle comme ça, qui interdit, tenez-vous bien, toute entrave à la circulation des capitaux. Alors attendez, là, il y avait les banquiers qui avaient tout le pouvoir de la création monétaire, de faire des crédits s'ils voulaient, à qui ils voulaient et quand ils voulaient. Et s'ils n'avaient pas de l'argent, ils demandaient à la Banque de France, ils l'avaient pour pas cher, qui replaçait à 3% de plus à l'État, c'est-à-dire aux Français. Mais là, en plus, Mitterrand libère la circulation des capitaux. Alors là, évidemment, c'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Parce qu'il n'y a plus aucun contrôle sur tous les mouvements de capitaux internationaux. En 2007, les banques françaises, notamment grâce à ça, mais il y a bien d'autres exemples, mais je vous dis celui-là parce qu'il est d'actualité, en 2007, les banques françaises ont prêté 543 milliards à l'Espagne, à l'Italie, à la Grèce, au Portugal, à l'Islande notamment. Soit ils ont engagé 25% du PIB français par leur seule décision, parce que ça rapportait beaucoup d'argent, jusqu'à ce que ça leur pète à la figure, vous l'avez bien compris, avec les subprimes. Tout cela, évidemment, pour alimenter les bulles immobilières et autres, et surtout alimenter la dette, hein, puisque là, on a grimpé de 650 milliards de dettes. Oui, et alors la libre circulation des capitaux, ça aussi nuit gravement à l'économie, puisque ça a permis aux grands groupes financiers du CAC 40, je pense particulièrement à Total, qui font jusqu'à 10 milliards, 12 milliards de bénéfices, de ne plus payer d'impôts et de faire des transactions vers leur maison mère, qui étaient, comme par hasard, installés dans les îles Caïmans. Donc on peut dire que cette libre circulation des capitaux, c'est aussi la naissance des paradis fiscaux. Alors j'aimerais quand même que tu nous fasses la démonstration de cette perte d'argent qu'a occasionné cette libre circulation des capitaux. Sous De Gaulle, comment ça se passait justement avec les grosses entreprises qui faisaient fortune chez nous? Mais sous De Gaulle, par exemple, les entreprises françaises et étrangères, et surtout étrangères, qui venaient s'enrichir en France, parce qu'ils vendaient des produits, etc., de façon tout à fait légale. Cela, eh bien, d'abord il leur fallait des accords pour venir, et puis il n'y avait pas de circulation, les capitaux ne repartaient pas. Donc on pouvait contrôler, c'est toujours cet effet de contrôle, contrôler leurs bénéfices, les imposer là-dessus, contrôler les cotisations sociales, l'impôt sur les sociétés, etc. Mais aujourd'hui, cette libre circulation des capitaux, cette puissance financière, on n'a plus aucun contrôle, ni sur l'un ni sur l'autre. D'accord? Et donc voilà, ce ne se serait jamais passé. Donc les entreprises qui se seraient enrichies sous la présidence de De Gaulle, par exemple, auraient
payer normalement l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices qu'ils auraient réalisés en France, ce que l'on fait tous, tous les jours avec notre impôt sur le revenu, etc. Voilà. Et aujourd'hui, ben, ça ne se passe plus, sauf évidemment pour les salariés qui, eux, n'ont pas les moyens de transférer dans des maisons mères leurs revenus. Et oui, merci de nous avoir expliqué ça. C'est important. Sachez que l'impôt sur les sociétés, c'est de l'ordre de 33%. Hein, donc sur 10 milliards de bénéfices, ça fait 3 milliards. Alors bon, multiplié par 40 entreprises du CAC 40, justement, on les aurait quand même, ces sous qui nous manquent. Bon, on en revient à Mitterrand, puisqu'il a fait 2 mandats, hein, il a été assez malin pour se faire réélire, et il était pro-européen, et il arrive à faire adopter par référendum le traité de Maastricht par le peuple français. Et là, il en profite pour changer cette loi de 1973, qui devient la loi 104. C'était l'occasion inespérée pour se défaire de cette loi. C'est ça qui s'est passé, Jean-Pierre? Donc là, il a été remplacé par l'article 104. C'est un bel article, 104. Hein. Alors il dit quoi cet article? Il dit qu'il interdit aux États, toujours pareil, d'emprunter auprès de leur banque centrale. Là. Alors, je ne sais pas si vous percevez bien la petite différence. On n'a plus le droit d'emprunter à la Banque nationale, la Banque de France, mais là maintenant on n'a plus le droit non plus d'emprunter à la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque centrale européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a permis à la finance non seulement d'embarquer tous les pays de l'Europe entière et tous les peuples qui vont avec, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, etc., tous ceux qui ont passé l'arme à gauche, pas que pour ça, hein, mais tous ceux qui se sont fait faillite, eh bien, grâce ou à cause, bien sûr, de cet article 104 de Maastricht qui a remplacé l'autre cancer, eh bien, voilà des pays, eh bien, pour s'en sortir, qui étaient obligés de faire des emprunts, bien sûr. Alors la Grèce, les emprunts sont montés jusqu'à 16%, vous imaginez un peu, quand on veut tuer un pays, et tout ça pour continuer d'enrichir, mais là, de façon européenne, alors il y a eu française, européenne et mondiale, par la circulation des capitaux, d'enrichir toujours les mêmes, la puissance financière et les banques. Voilà ce que Mitterrand a mis. C'est-à-dire que si Pompidou avait fait, lui, une erreur avec cet article 73, hein, eh bien, Mitterrand nous a filé un cancer qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à soigner et dont on va crever petit à petit. Voilà ce qu'a fait Mitterrand au niveau de l'Europe. Lui, le Dieu créateur de l'Europe, il lui a injecté un cancer. Bon, arrive Chirac qui se proclame gaulliste, il est en admiration devant le général de Gaulle, alors on peut penser qu'il va prendre les valeurs de Gaulle et qui va être hostile au monde de la finance, comme de Gaulle. Est-ce que ça a été le cas, mon cher Jean-Pierre? Oui, alors arrive Chirac derrière. Chirac en 95, bon, gaulliste, acharné, etc. Là, on avait un peu d'espoir, hein, à reprendre les idées de Gaulle, le seul courageux et intelligent des hommes politiques qu'on a connu jusqu'à présent. On avait un peu d'espoir. Mais bon, Chirac, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'a pas fait tellement de bêtises, Chirac. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose. Le problème, c'est qu'il n'a rien fait. Et donc, quand on fait rien, on laisse faire. Et quand on laisse faire, on cautionne. Voilà ce qu'a fait Chirac. Alors, évidemment, il ne s'est pas privé de faire des crédits, puisqu'il a augmenté la dette de 650 milliards pendant ces deux mandats. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? D'avoir rien fait, justement. Et ça a été encore pire. Oui, alors... Ah, j'avais raté. Bon, arrive son successeur, qui le traitait de roi fainéant d'ailleurs, Nicolas Sarkozy. Et là, mon bon Jean-Pierre, tu peux pas dire qu'il est resté sans rien faire, Sarko. Alors, enfin,
Dieu nous envoie le Jésus tant attendu, Sarkozy. Sarkozy qui était ministre des Finances en 2005. Et Sarkozy, alors il avait un discours, une pêche, etc. extraordinaire. Bon, on ne s'apercevait pas, bien sûr, qu'il mentait encore mieux que les autres, mais c'était tellement bien fait. Et alors, évidemment, il y avait une débauche de promesses qui n'engage que ceux qui les écoutent, hein, je vous le rappelle, d'accord? Et il disait, lui, on va commencer par faire des économies. Alors ça plaisait à la France, parce qu'on avait tellement de dettes, faire des économies, ça parlait. Dans le même temps, je crois que le même jour, il doublait le budget de l'Élysée. Alors, Oui, on va continuer le chapitre Sarkozy, où on le sait, hein, il a eu des surnoms, président Bling Bling, président des riches aussi, parce qu'il a fait d'énormes exonérations fiscales concernant les riches, ce qui n'a rien rapporté à l'économie, puisque ça portait souvent sur des transactions d'entreprises qui n'ont rien rapporté, sinon aux riches. Il a même fait cadeau à ceux qui l'ont aidé, comme Tapi, on le sait. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est savoir quelle relation il avait avec les banques Sarkozy. il renfloue les banques. Alors en voilà un qui, non seulement les aide, les favorise, mais en plus qui les renfloue. Et il les renfloue en cadeau. Il leur fait un cadeau, c'est des milliards. C'est-à-dire, quand il a renfloué les banques qui avaient fait tellement de mauvaises opérations qu'elles auraient dû faire faillite ou qu'elles auraient dû être nationalisées, c'était le bon moment pour le faire. Lui, non. Lui, non, non. Il dit, ah, attendez, pauvre petit banquier, je vais vous faire un cadeau. Et il leur fait un gros cadeau, surtout avec aucune obligation pour elle en quoi que ce soit. C'est-à-dire, l'État balance des milliards, l'argent du peuple, balance des milliards pour renflouer les banques, mais il ne demande rien en retour. Pas d'intérêt, ou alors presque rien, quoi, hein, alors que là, on aurait pu en récupérer, rien. Et puis surtout, il ne prend pas d'action, il prend pas de participation, il ne les nationalise pas, alors c'est ce qu'il aurait dû faire, voilà. Et donc la dette, eh bien, toujours par là, je finis toujours par ça, elle était de 1620 milliards, elle passe à 1820 milliards, voilà. Sarko. Oui, je pense que ça fait une petite erreur, hein. C'était de 1200 à 1800, 600 milliards la dette sous le mandat de Sarkozy, on l'a augmenté de 600 milliards. Là, tu as quand même parlé qu'il aurait dû nationaliser les banques. Alors moi, dans ma petite tête, je me dis, mais combien ça aurait coûté? Parce qu'une banque en faillite, ça vaut plus rien. Hein, puisqu'il les a renfloués, les États en faillite. J'aimerais que tu reviennes un peu sur ce chapitre et nous expliquer combien ça aurait coûté, par exemple, et est-ce que c'était jouable de nationaliser ces banques? Tout le monde se disait, mais là, enfin, il va reprendre la main. Il va les nationaliser, ces banques qui valent plus rien. Rappelez-vous, à l'époque, ces banques, quand on faisait le bilan de leur actif, qu'est-ce qu'elles valaient? Ça devait tourner, pour ces trois banques les plus importantes, ça devait tourner autour de 60 milliards d'euros. C'est-à-dire, avec 60 milliards d'euros, ils pouvaient être actionnaires à 51%, c'est-à-dire reprendre la main. C'est ça qu'il fallait faire. Et Sarkozy, je ne comprends pas comment il ne l'a pas fait, parce que je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y ait pas pensé à ça. Et c'est ça qu'il fallait faire. C'était le moment ou jamais. Et lui, non, cadeau. Et on se serait sorti beaucoup plus vite de cette panade. Il fallait nationaliser ces banques. 51%, ça suffisait pour reprendre la main, avoir la maîtrise de la création de monnaie, la maîtrise de la relance économique et surtout le contrôle de tout ce qu'il faut. Peut-être que la BNP n'aurait pas fait toutes ces conneries, peut-être que la Société Générale ne serait pas en tête mondiale de la banque la plus mal gérée et que le Crédit Agricole serait plus agricole. Et il ne l'a pas fait. Et ça, encore une fois, ça a été très grave. Par quel phénomène les gens qui sont au pouvoir, j'aimerais bien un jour qu'on me l'explique ou qu'on me le démontre, eh bien, sont englués, ne font rien, alors qu'ils ont absolument toutes les cartes en main pour enfin se libérer de ce joug financier qui nous fait si mal. Ouais, c'était quand même bien de le souligner, c'est quand même une erreur historique. En même temps, je me dis, mais quand même, avec tous ces économistes comme moi sur les plateaux télé, j'ai jamais entendu un haro sur cette nationalisation qu'il fallait faire à tout prix. Parce que là, la dette, elle aurait chuté, c'était fini, on n'en parlait plus, quoi.
J'ai vu aussi que tu as dit que la Société Générale était la banque la plus mal gérée, classement mondial, la banque la plus mal gérée au monde. Eh bien, ça vous rappelle rien la Société Générale? Moi, ça me rappelle Jérôme Kerviel. Eh oui, la petite main qui est accusée, c'est lui le responsable. Peut-être qu'il a raison finalement, c'est Kerviel. Bon, eh bien, ça mérite ça peut-être d'être dans les écoles, tout ce que tu viens de dire, hein, pour bien montrer aux jeunes de quoi est fait la politique, qui c'est qui détient le pouvoir, et cette puissance financière qui nous domine donc depuis 45 ans, je crois, puisque De Gaulle était parti en 69. Ils ont mis 20 ans pour prendre le pouvoir, et là, ça fait 45 ans qu'ils le détiennent. Et ils ne sont pas prêts de le lâcher. Vous avez compris pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est changer de système, hein, foutre en l'air la 5e République, balancer ce système oligarchique. Ça, il faudrait bien y arriver un jour ou l'autre. D'ailleurs, les Français sont prêts, on l'a vu aux dernières élections européennes, ils n'y croient plus, hein, ni à la droite, ni à la gauche. 57% d'abstention, plus les votes nuls, plus quelques votes extrêmes. Enfin, c'est plus possible, mais en attendant, ils s'en foutent d'être élus avec rien. Hein. Bon, est-ce que l'Europe, bon, la faut pas? Qu'est-ce que tu en penses de ces élections européennes, mon bon Jean-Pierre, pour finir le chapitre, le JT? Et ils veulent dire quoi à travers ce vote? Ils veulent dire on ne comprend plus comment ça fonctionne. Et quand on comprend, ça fonctionne mal. Et on est sous l'emprise des marchés financiers. Nos politiques ne font plus rien. Et ils nous mentent, etc. Et tout ça, c'est vrai. Vous l'avez exprimé avec vos votes. Et pourtant, c'est pas pour finir sur une note optimiste. Et pourtant, elle l'est. L'Europe, il est facile de la modifier. En quelques mois, elle peut se modifier. Et il y a des gens compétents qui ont fait des études. Et il y a des solutions relativement simples pour remettre l'Europe sur pied avec des contrôles, avec la maîtrise des finances, etc. et retrouver une économie qui pourra absorber grosse partie du chômage. Et ça, on aimerait beaucoup vous en parler en détail. C'est encore pas mal de temps à passer avec vous et on sera content de le faire, d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Ça nous motive. Et je vous invite encore à en parler autour de vous, parce que ça nous motive vraiment. Donc la prochaine fois, on parlera de pas mal de choses, la titrisation, les produits dérivés, bien sûr, mais de la solution. Et ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, mais de la solution pour une Europe comme on la souhaite, pour nous et pour nos enfants. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye. Eh bien, bravo Jean-Pierre, et merci de terminer sur une note optimiste. Moi, je vais finir en parlant un petit peu de Hollande. Il en est où, Hollande, au bout de 2 ans? Eh bien, c'est un chômage qui ne cesse d'augmenter. 100 000 chômeurs sont prévus avant, de plus pour 2014. Le pouvoir d'achat, lui, au contraire, il tombe. L'immobilier qui s'effondre. La croissance à 0%. Le déficit de la sécurité sociale qui grimpe. Et lui, il nous parle de retournement économique qui le sent venir. Bon, vous l'avez compris, Hollande, eh bien, il fait comme ses prédécesseurs, il est sorti du même moule, sauf que lui, il est un peu moins compétent, il est un peu plus nul, c'est le maillon faible. Et moi, ça me donne un espoir, je me dis, tiens, ce type, au bout de 2 ans, il est déjà cramé, mais cramé de chez cramé. On n'a jamais vu un président aussi impopulaire. Et les banquiers, la puissance financière, ils doivent se faire du souci, ils se disent aïe, 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 on ne va pas aller au bout des 5 ans, ce coup-ci. Ils doivent chercher à le remplacer. Alors moi je me dis, je pense qu'il faut le garder encore 3 ans. Et lui, à lui tout ça, il va la foutre en l'air, cette 5e République. Il va le foutre en l'air, ce système oligarchique, financier, qui n'a rien à voir avec le social. Et pour lequel eh bien, on n'en peut plus. Donc c'est mon petit espoir, c'est que Hollande, sans le faire exprès, eh bien, il fout en l'air tout ça et eh bien voilà, ça peut être complémentaire avec la solution que tu vas nous apporter la prochaine fois, mon bon Jean-Pierre. Alors je vous souhaite à tous eh bien, de bonnes vacances. On va faire nous une pause estivale probablement. Je vous souhaite encore une fois un bel été. Ciao, bisous.